Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Alexis Sédou. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Je crois que ça va être la toute première interview qu'on va diffuser. Il y en a plein d'autres qui sont à venir, mais du coup, tu essuies les plâtres. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Alors, je te laisse te présenter parce que je pense que tu le feras mieux que moi. Alors, donc je suis Alexis Sédou, je suis historien et j'ai une formation d'archéologue également. Je suis, alors on va essayer de faire par étapes. Je suis actuellement en train de préparer une thèse en histoire du Haut Moyen Âge précisément. Et je me suis spécialisé sur ces périodes qui vont en fait de l'Antiquité au Moyen Âge, parce que j'ai une formation historien et archéologie. Et en archéologie, ma spécialité, c'est l'archéologie du bâti essentiellement, même chose antique et médiévale. Alors, en plus de ça, je suis membre de l'ALDA. L'ALDA, c'est l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Et à ce titre, je m'attaque aux fausses informations, aux fake news et autres divers éléments dans ces disciplines historiques. Par exemple, je m'attaque aux gens qui prétendent que les pyramides d'Égypte sont construites par des groupes d'extraterrestres venus en nombre avec leur pelle mécanique. Et puis, Tout un programme. voilà, tout un programme qui prend pas mal de temps, mais qui est assez intéressant parce que ça oblige à des réflexions au-delà de simplement de répondre aux debunks. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu dans cette interview. Et puis, pour également me nourrir. Je suis guide conférencier et donc j'ai la chance pouvoir comme ça guider des groupes dans plusieurs endroits du monde, ce qui m'a permis de visiter des sites historiques et archéologiques vraiment intéressants dans des endroits parfois méconnus, hein, comme des sites au Vietnam, par exemple. Voilà. Bah, c'est même le plus intéressant parce que faire le tour des grands sites archéo, c'est intéressant, mais en même temps, il y a plein de choses à découvrir par ailleurs. Voilà. Et puis, il y a des endroits où on va voir les classiques, entre guillemets. Je pense par exemple au Cambodge. Donc, encore une fois, vous avez vu Angkor Wat, Angkor Thom et le Taprom, hein, qui sont les trois temples les plus visités. Bah, bon, c'est bien, vous avez vu des choses, hein, mais il y a plein d'autres sites à aller voir, plein d'autres temples, euh, des, euh, des canaux, des ponts, enfin, il y a tout un travail à faire qui est absolument passionnant. Voilà, donc, c'est le genre de choses que j'ai la chance de faire avec ce métier. Ouais. Alors, moi, ce que je voudrais proposer à nos spectateurs qui seront en différé, évidemment, mais j'aimerais bien pouvoir leur proposer de voir la vidéo en entier. Donc, je le ferai sur les deux interviews enfin, en réponse à la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que dans le commentaire général que je fais et dans lequel tu vas intervenir également, je coupe, je fais du montage. En essayant de respecter évidemment ce que je pense qu'a voulu dire l'auteur de la vidéo, en essayant de ne pas déformer son propos, mais il y a toujours le risque de l'avoir fait ou qu'on considère que je le fais. Donc il me semble intéressant, avant même d'aborder la discussion, qu'on puisse justement voir bien la vidéo en entier, en sachant que dans cette interview, comme dans le reste de la vidéo, évidemment, il sera anonymisé, hein, puisque le but, c'est pas de porter tant sur la personne que sur le discours. Et sur le discours, on va avoir pas mal de choses à dire. Absolument. Allez, c'est parti. Ce qui est cool dans les sciences, c'est qu'on peut confirmer autant de fois qu'on veut les résultats d'une expérience en la reproduisant. Les maths, par exemple, c'est carré. 100 divisé par 0,2. Tu sais combien ça fait? Mets sur pause, le temps de chercher. 100 divisé par 0,2, ça fait 500. Ça a toujours fait 500 et tu peux vérifier quand tu veux avec ta calculette. Physique, chimie, biologie, astronomie, psychologie, tu peux tout revérifier du moment que tu as les instruments et le cerveau qui va avec. Sauf l'histoire, parce qu'on n'a pas de machine à remonter dans le temps pour vérifier les trucs. On doit mélanger des bouts de parchemin, des rumeurs, des reliques. On peut juste faire confiance aux témoignages du passé. Alors, tant que c'est pas trop vieux, c'est facile. Le Covid, on l'a vécu. Le 11 septembre, on s'en souvient. L'alunissage en 1969, certains l'ont vu à la télé. Enfin, quand je dis c'est facile, on est quand même bien placé pour savoir que l'histoire de ces événements, même récents, est truffée de conneries, d'approximations et de propagande qui sont racontées dans tous les sens pour plein de raisons. Imagine comment ça devient compliqué d'extraire la vérité quand on commence à fouiller des trucs qui datent de plusieurs siècles.
On parle de la Révolution française comme si on s'était personnellement évadé de la Bastille, alors qu'en réalité, on fait juste confiance à des historiens qu'on ne connaît même pas et qui se sont fait chier à interpréter des documents dont personne ne peut jurer l'exactitude. La découverte de l'Amérique, la construction des pyramides, l'Empire romain, personne ne peut aller vérifier ce qui s'est vraiment passé. Non seulement l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais son étude est biaisée par nos a priori. Exactement comme Trump est en train d'essayer de faire croire aux générations futures qu'il est plus important que Jésus. Bah tiens, justement, prenons le Christ par exemple. Certains prétendent que c'était un personnage historique qui a réellement vécu en Galilée avec ses disciples et tout le toutim, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un personnage conceptuel, une figure mythologique construite au fil des siècles pour servir une narration religieuse. On n'a pas un selfie de Jésus sur la croix ni son numéro de sécurité sociale, hein. On a juste des écrits élaborés bien après sa mort. Le mec qui meurt et qui ressuscite 3 jours après, il faut quand même drôlement avoir la foi pour y croire. Et c'est ça le souci. L'histoire qu'on nous apprend n'est toujours qu'une reconstruction supposée avec des miettes qui sont parvenues jusqu'à nous. Tout ce qu'on connaît des dinosaures, c'est leurs ossements. Mais on essaye quand même de supposer la couleur de leur peau et même leurs cris. Comment est-ce que tu peux imaginer que ça corresponde à la réalité? L'histoire, l'archéologie, c'est un puzzle dans lequel il manque la plupart des pièces. Donc forcément, selon les historiens, les images finales seront différentes. Et toi, c'est quoi le récit historique que tu as toujours eu le plus de peine à croire? Alors, est-ce que cette vidéo reflète ce qu'on trouve souvent, notamment sur les réseaux, mais est-ce que c'est un positionnement qui est attendu? Est-ce qu'il y a des surprises? En fait, non. En fait, non, c'est un grand classique hein, qui est utilisé par beaucoup de personnes qui estiment que les sciences historiques, de manière générale, sont des sciences purement interprétatives. Et d'ailleurs, comme c'est interprétatif, ils disent bah, c'est pas de la science, hein, c'est de l'interprétation. Et donc, sur un événement, il y a plein d'avis différents. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, 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 dont l'objectif essentiel est d'abord de dénigrer les sciences historiques de manière générale. En général, ça va au-delà des sciences historiques, c'est les sciences humaines, de manière classique. Et c'est un discours qu'on retrouve à la fois chez alors des pseudo-archéologues hein, que je traite dans l'ALDA, mais également dans certains discours plus politisés, dans lequel on considère que les sciences humaines sont un repère de personnes qui sont politiquement orientées plutôt à gauche, et que la vraie science, eh bien, c'est la science solide, factuelle, hein, celle qu'on considère comme expérimentale, et qui serait la seule valable, au détriment justement des autres sciences. Alors, ce discours est très attendu, encore une fois, on l'entend beaucoup. Il émane souvent de personnes qui ne connaissent pas les sciences historiques et les méthodes de la science historique, et également de personnes qui ont un positionnement sur l'étude de l'histoire qui est celle d'une histoire très politique et très nationale. Voilà, qui est évidemment très différent de la pratique des chercheurs en histoire. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est ils ont une position qui est, enfin, ils ont un positionnement qui est lié à une approche de l'histoire qui est extrêmement datée, en fait, qui correspond pas à nos pratiques actuelles, si je comprends bien, mais à la vision qu'on s'est fait longtemps de l'histoire, et effectivement, ça colle plus trop, quoi. Mais du coup, ce qui fait qu'il y a une part des reproches qui sont justes, et des fois, ça tombe complètement à côté. Et quand tu disais ça vise d'autres sciences humaines, il y a par exemple les sociologues qui sont très souvent visés. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de les voir visés que nous, mais ça arrive. Oui, les sociologues, parce qu'il y a toute une vision. Les sociologues, c'est Paris 10 Nanterre, c'est donc mai 68, etc. Donc ils sont très très visés. Ouais. Et effectivement, cette vision de l'histoire, c'est celle de l'histoire telle qu'on la pratiquait, disons, des années 1870 aux années 20, je simplifie, et qu'on appelle l'histoire méthodique. Et à l'époque, les historiens pensaient qu'on pouvait mettre l'histoire en fiche. En fait, on pouvait prendre un événement et puis on rassemblait tous les documents qu'on avait sur cet événement et on avait une fiche sur cet événement. Sauf que l'histoire, c'est pas simplement la narration des événements. L'histoire, c'est l'étude des sociétés anciennes à travers les sources écrites. Donc c'est l'étude des sociétés anciennes, c'est beaucoup plus vaste que simplement les événements. Les événements, ce n'est qu'un épiphénomène créé par ces sociétés à des moments donnés. Et ça, c'est évidemment une vision que ceux qui considèrent que l'histoire n'est pas une science mettent en avant, alors que contre les historiens, mettent bien en avant le fait que l'étude des sociétés anciennes, c'est beaucoup plus large, et ça oblige à avoir non seulement un travail sur les sources, mais une méthode d'analyse de ces sources, et évidemment, c'est la méthode qui fait la science.
Alors, bah, du coup, tu as mis les deux pieds dans le plat. Parlons un peu méthode, hein, parce qu'au final, c'est vraiment l'essentiel quand on parle d'histoire. Il évoque dans sa vidéo, il évoque plus ou moins la méthode de manière un peu détournée. Il en dit des choses, en tout cas, de la méthode historique. Et alors, j'aimerais qu'on commence un peu de manière générale, c'est-à-dire la méthode en histoire dans les grandes lignes, hein, évidemment on ne peut pas rentrer dans le détail, et puis après du coup ce qu'il en dit, est-ce que ça correspond à quelque chose ou pas pour nous, quoi. Tout à fait. Alors, la méthode en histoire, alors la méthode est évolutive, hein. On n'étudie pas l'histoire aujourd'hui comme on l'étudiait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, hein. Donc ça, c'est déjà une chose, c'est que la méthode, il ne faut pas croire que c'est un truc figé et qu'on fait toujours pareil. La méthode en histoire, bah, c'est une méthode qui est ce qu'on appelle hypothéco-déductive, hein, c'est-à-dire que l'on va poser des hypothèses et déduire des documents que l'on a, des sources que l'on a, la validité ou pas de cette hypothèse. Ça, c'est le cadre général, qui est le cadre général de toutes les sciences. Alors, comment ça fonctionne? En histoire, pour avoir une connaissance du passé, on s'appuie sur les sources. Les sources, c'est un terme très générique, hein, qui dérive du terme allemand, parce que c'est les Allemands les premiers qui ont fait cette approche-là, hein. En allemand, c'est Quelle, qui veut effectivement dire la source. Et on étudie ces sources-là, donc on les rassemble, on les lit, et on va les critiquer. Alors le terme de critiquer, c'est pas on va dire qu'elles sont bien ou pas bien. On va faire une analyse de cette source, qui va être à la fois une analyse externe, c'est-à-dire est-ce que la source, elle est sur tel type de support qui soit valable pour l'époque, est-ce que le script correspond, est-ce que ce qui est dit dans la source correspond à ce qui se passe à l'époque, hein. Est-ce que par exemple une source censée se passer à l'époque de Charlemagne nous parle de Napoléon, bon, là il y a un problème, il y a un vrai problème de cette source et sans doute un faux très grossier, hein, qui a été mis plus tard. Ça c'est la première partie de la critique qui en gros donne la validité de la source, hein, sachant que même si une source est fausse, ça reste une source. Un faux, c'est une source aussi. Ça prend d'autres choses, mais c'est aussi une source. Et puis, deuxième partie, ce qu'on appelle la critique interne, c'est-à-dire l'analyse du texte lui-même. Et cette critique interne, elle va se faire à la fois en reprenant ce qu'on retrouve dans le texte, les termes, les noms propres, la disposition des termes, parfois les formules de langue employées, et que l'on va pouvoir comparer avec d'autres textes, d'autres sources, hein, pour effectivement les faire dialoguer et essayer de comprendre ce que cette source nous apprend sur le passé. Alors ça, c'est la base du travail. Évidemment, une source peut être interrogée de plein de manières, dépendant justement de l'hypothèse ou de la problématique sur laquelle on travaille. Par exemple, je vais prendre une source très basique de la fin du Moyen-Âge, qui est une recette de cuisine. Une recette de cuisine, ça nous apprend plein de choses. Et ça dépend de l'angle que l'on prend. Si on fait de l'histoire de la cuisine, ce qui vous intéresse, c'est les composants de la recette, la manière dont c'est fait. Voilà, par exemple. Si on fait de l'histoire sociale, ce qui vous intéresse, c'est dans les composants de cette cuisine, quels sont les composants qui sont adressés dans des plats plus nobles ou moins nobles. Donc, quel pan de la société utilise tel ou tel ingrédient dans la cuisine. Si on fait l'histoire économique, ce qui nous intéressait, c'est la rareté ou le prix de ces composants. Donc, vous voyez, tu vois, sur une même source, on peut interroger de manière différente. Donc, évidemment, une source, elle est polymorphe parce qu'on l'interroge selon des axes différents, des problématiques différentes, et on pose des hypothèses différentes. Donc, c'est ça aussi qui fait la richesse de l'histoire. Et une source est infini, le terme est un peu fort, mais est très riche et peut apporter beaucoup d'informations sur des sujets très, très différents. Alors, il y a un point vraiment important dans sa vidéo, je crois que c'est vraiment l'élément structurant, j'aurais tendance à le dire comme ça, mais en fait, pour moi, il l'a construite autour d'une opposition formelle entre science et histoire, comme si c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. Comme si on était dans deux mondes bien différents. et ça amène, je crois, pas mal de remarques, de questions, d'interrogations à formuler en réponse. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est une forme rhétorique simple, hein, c'est une opposition manichéenne, blanc-noir, science-histoire. Donc l'histoire, comme on fait la séparation entre les deux, l'histoire est forcément en dehors des sciences, hein, mais dans cette affirmation, il ne définit jamais ni l'histoire ni les sciences. Donc c'est déjà quand même quelque chose de problématique. Et
Il fait en plus, quand tu utilises le terme de science, il y revient dessus, hein, à une vision réduite des sciences en s'appuyant sur les sciences, ce qu'on appelle les sciences expérimentales, donc celles qui fonctionnent à partir de sources expérimentales. On va y venir, je pense, derrière, mais déjà, de quoi on parle? Alors, quand on parle de science, on parle d'abord non pas de la science, mais des sciences. La science, c'est un terme qu'on pouvait employer avant le XVIIe siècle, mais aujourd'hui, ce sont les sciences. Parce qu'il n'y a pas qu'une science, mais des sciences. Les sciences étant des champs d'études euh, des, du monde au sens large du terme. Donc, c'est à la fois des champs qui vont toucher l'étude des phénomènes physiques, chimiques, mathématiques, des phénomènes naturels, géologie, géomorphologie, etc., et des phénomènes humains, euh, géographie, anthropologie, sociologie. Et justement, l'histoire, c'est-à-dire l'étude des sociétés du passé, rentre dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qui caractérise une science d'une croyance? Parce que c'est ça la différence qui est faite, hein. Les sciences, pardon, ce sont des champs d'études dans lesquels on a non seulement un champ qui est défini, mais on a des méthodes qui sont définies. Et c'est la méthode qui fait la science, c'est-à-dire qu'en gros, si on n'utilise pas de méthode éprouvée et testée, eh bien, on est en dehors du champ de la science. Par exemple, si on fait de l'astrophysique et que on n'utilise pas les méthodes classiques de l'astrophysique, à savoir l'observation des étoiles à travers un certain nombre de télescopes ou d'appareils divers, l'usage des documents qu'on a retrouvés par cette observation, les couleurs, les fréquences, etc., etc., eh ben, on ne fait pas de l'astrophysique. Si on fait de l'astrophysique uniquement en regardant des billes sur sa table, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas le faire. Eh bien, l'histoire est à ce même titre que l'astrophysique, une science, à savoir qu'on a des sources que l'on étudie, que l'on critique, et c'est en utilisant une méthode critique de ces sources qu'on obtient des résultats qui sont solides et prouvés. Et puis, dernier élément, les sciences, à la différence des croyances, hein, les sciences, c'est un travail collectif, à savoir que lorsque l'on a démontré, apporté une hypothèse, eh bien, on la fait vérifier par les autres, il y a ce qu'on appelle la revue par les pairs, hein, qui est le travail essentiel, parce qu'il permet de valider ou non une hypothèse, et également de la faire accepter et de la faire vérifier. Et en astrophysique, eh bien, lorsqu'on observe un phénomène astrophysique ou une étoile ou une planète, eh bien, on va montrer ces résultats dans un document. En histoire, lorsque on travaille sur un document ou qu'on travaille sur une problématique avec une hypothèse, on va également le montrer à d'autres. Les procédés sont les mêmes. Alors, je profite de l'occasion parce que tu as quand même travaillé en amont avec moi, notamment sur le script pour la vidéo de réponse. Et tu as insisté sur 2 points. Le fait de définir la science, donc ça c'est fait, on l'a respecté, et le fait de définir l'histoire. Et les téléspectateurs pourront le voir, mais on l'a pas fait à la fin. Parce qu'en fait l'idée c'était que tout ce qui est dit dans la vidéo pour expliquer en fait ce qu'est l'histoire avait pour objectif aux gens qui regardent de pouvoir se faire une définition de l'histoire qui sera peut-être pas parfaite, mais qui au moins découlera d'une logique, quoi. C'était d'arriver à, voilà, c'était en tout cas ça le projet, alors ils diront en commentaire si c'est réussi ou pas. Alors on est arrivé là dans ta réponse sur un point qui était intéressant justement, sur le fait qu'il y a comment dire, dans sa rupture un peu, dans son opposition entre science ou pas science, il insiste énormément sur le fait qu'en histoire on ne pourrait pas reproduire par le biais de l'expérience. On ne pourrait pas revivre ce qui s'est passé parce que, alors notamment il y a le cas de la machine à remonter dans le temps, mais il n'y a pas que ça. Et enfin, il insiste énormément sur la reproductibilité, même s'il n'utilise pas le mot, mais c'est ça. Et eh bien, du coup, qu'est-ce qu'on a à en dire en tant qu'historien de cette question de, en science, bah, on ne peut pas revivre les choses, on ne peut pas vivre l'expérience, et donc, du coup, difficile de prouver dans ce contexte. Alors, il a raison. On n'a pas, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, pardon, inventé une machine à remonter le temps. Même si on avait une machine à remonter le temps, je ne suis pas certain que ça aiderait beaucoup en histoire.
C'est une question qu'on peut se poser. Parce que remonter dans le temps, ça serait uniquement avoir le témoignage d'une personne. Donc ça rajouterait une source aux sources que l'on a déjà. Donc déjà, c'est une vision de l'histoire particulière, parce que pour lui, l'histoire, c'est la somme des témoignages individuels. Alors l'histoire, c'est pas ça. C'est pas la somme de ces témoignages individuels. Bien sûr. L'histoire, c'est la compréhension du passé à travers les sources émises par le passé. Donc, c'est pas, et les sources, c'est pas que des témoignages individuels. Une recette de cuisine, c'est pas un témoignage individuel. Un texte de loi, c'est pas un témoignage individuel. Donc déjà, il y a une erreur là-dessus. Alors, c'est vrai qu'en histoire pure, on ne peut pas expérimenter. Dans les sciences historiques, il y a un champ de recherche qui est expérimental, qui est celui de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire, c'est le champ essentiellement de l'archéologie des techniques, un peu celle du bâti également, qui permet ou qui insiste sur le fait de reproduire un objet selon les méthodes anciennes pour voir comment il a été fait, pour connaître ce qu'on appelle la chaîne opératoire, c'est-à-dire les étapes de la construction. Donc, en histoire, dans les sciences historiques, de manière générale, il existe en fait une petite partie expérimentale. Mais évidemment, l'histoire en elle-même ne peut pas être expérimentée. On ne peut pas reproduire les événements. Voilà. Mais les sciences sont rarement expérimentales. Elles ne le sont pas toutes. Certaines le sont. En gros, la physique et la chimie, de manière générale, et encore, il y a des domaines dans la physique et la chimie, et en chimie, dans lesquels l'expérimentation est très compliquée à faire. Bon. Mais il y a plein de sciences dans lesquelles l'expérimentation est impossible. Prenons l'astrophysique. En astrophysique, on admet qu'il existe des trous noirs, mais on n'a jamais reproduit de trous noirs. Donc, on n'a pas expérimenté le trou noir. En géomorphologie, on admet la tectonique des plaques. On admet que les continents, qu'il y a des plaques qui sont en déplacement. On ne l'a pas reproduit non plus. On n'a pas reproduit non plus un tremblement de terre ou une éruption volcanique. Donc, l'idée que la science est uniquement expérimentale est faux. La science, c'est d'abord l'observation des phénomènes. Alors, on peut observer la technique des plaques, on peut observer, le cas échéant, je ne sais pas si ça a été fait, un trou noir, et en histoire, on peut observer le passé à travers les sources. Donc, encore une fois, l'expérimentation, ce n'est pas la science, et il y a plein de sciences dites, entre guillemets, dures, qui ne sont pas expérimentales. Donc, dire l'histoire n'est pas une science parce qu'on peut pas expérimenter, d'abord, il faudrait enlever toutes les autres sciences, on ne peut pas expérimenter. Je suis désolé pour mes amis géographes, paléontologues et autres. Hein. Et ouais, ça a fait du dégât. Bon. Et en revanche, les sciences, c'est un travail qui est fondé sur l'observation et les méthodes d'observation et de déduction de ces observations. Et ben, ça tombe bien. L'histoire fonctionne comme ça. L'histoire fonctionne avec l'observation du passé à travers les sources et des méthodes hypothéco-déductives pour que ces sources nous expliquent le passé. Donc là, l'opposition, elle est purement artificielle, elle est très classique également, hein, c'est toujours la même chose, hein, en histoire on n'expérimente pas, donc vous faites la science, non, c'est totalement faux. Non mais complètement, et alors c'est un exemple, moi dans la vidéo j'ai repris l'exemple du cas des échevins de Nantes, mais dans mes travaux en tant que chercheur, j'avais été confronté à quelque chose qui était intéressant et qui montre bien qu'on peut parfaitement démontrer des choses en histoire et qu'on peut faire des hypothèses et parfois on peut se planter. J'étais parti sur le travail d'un chercheur qui avait travaillé sur l'emplacement des hôtels particuliers des magistrats rouennais au XVIIIe siècle. Lui, il était parti sur le XVIIIe. Et à partir de ce qu'il voyait au XVIIIe, il avait émis une hypothèse pour le XVIIe. Et pourquoi pas, en soi, c'était intéressant. Ça fonctionne. Oui, voilà, il avait émis des hypothèses sur les éventuels changements et comment ça avait eu lieu. Et sauf que moi, quand je me suis intéressé au XVIIe siècle, je tombais sur tout à fait autre chose que ce qu'il avait émis comme hypothèse. Et du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, bah ouais, mais du coup, pourquoi moi, et c'est pas du tout comme il avait anticipé, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, du coup, je suis allé chercher du côté de ce qui se passe pour les emplacements des hôtels particuliers au XVIe. Et là, du coup, j'ai parfaitement compris qu'en fait, au XVIIe, j'étais encore dans un héritage très marqué du XVIe et que les évolutions qu'il décrit, elles interviennent effectivement, mais qu'à la toute fin du XVIIe. Voilà, typiquement, c'est ça, quoi.
Mais bon, Voilà, et donc du coup, on peut en déduire que ces changements montrent un changement dans la position des échevins, dans la position sociale des échevins à Rouen entre la fin oui, du 16e, entre la fin du 7e et le début du 18e siècle. et tout à fait. Et Et donc ce on va qu'il avait s'interroger. il, Voilà. il avait raison sur les observations qu'il avait faites, mais il s'était planté d'un siècle. Mais c'est logique Oui, puisqu'il n'était pas allé voir les sources, et c'est ok. Enfin, oui, bien c'est sûr, ça aussi la science, quoi. bien Alors, sûr, bien sûr, bien sûr. du coup, ça nous amène à des questions quand même. Parce que je sais que moi, la méthode, l'analyse des critiques de l'histoire, tout ça, c'est un peu ton péché mignon, hein, on va pas se cacher. Oui, oui, j'adore ça. Bah voilà. J'ai été bien formé en plus. J'ai eu très bon prof en historiographie et en méthode. Et j'ai eu en plus croisé un certain nombre de professeurs qui ont beaucoup insisté sur l'écriture de l'histoire, sur le traitement des sources. Voilà, j'avais un prof notamment en médiéval, Monsieur Joseph Morcel, hein, qui est un spécialiste de la noblesse du Moyen Âge, qui insistait sur le travail de la source, qui a écrit des livres tout à fait intéressants là-dessus. J'ai beaucoup travaillé dessus, ça m'a toujours passionné. Et Bah, ça me c'est pour passionne ça toujours. qu'on avait besoin de toi sur cette vidéo, parce que moi, l'historio, oui, ça va, mais de loin quand même, hein. C'est pas ma C'est sympa spécialité du l'histoire, c'est tout. sympa, c'est pas très sympa. Et du coup, t'en penses quoi de ce qui est affirmé du point de vue de la critique de l'histoire dans cette vidéo finalement? Bah, on est sur une critique de l'histoire, d'abord de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Ça, c'est très clair. C'est quelqu'un qui n'a jamais ouvert un travail de réflexion sur l'histoire, d'historiographie. Alors, l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, c'est comment on écrit l'histoire avant, ni d'épistémologie. Donc ça, c'est très très clairement le cas. C'est quelqu'un aussi qui semble s'arrêter à des idées reçues qui sont véhiculées assez clairement dans certains groupes euh, qui en général s'attaquent à ce qu'on appelle entre guillemets l'histoire académique, hein, mais bon, appelons-la à la limite plutôt une histoire universitaire, hein, mais qui ne connaissent pas le sujet et qui vont piocher à droite à gauche des sujets et faire de méthode inductive, c'est-à-dire au lieu de déduire sur un ensemble, on va prendre un objet et dire, vous voyez, ça marche pas, donc tout le reste ne marche pas. Et les sujets, il les cite, hein, voilà, il parle notamment de Jésus, mais bon, on va y revenir à la fin. C'est ce type de sujet. Donc, c'est la première réflexion que cela me fait. La deuxième réflexion, c'est que on a l'impression que on a là, chez l'auteur de cette vidéo, une volonté de faire une vidéo facile. Voilà, on va utiliser le terme, hein, c'est une vidéo putaclic. Hein, Ouais. c'est je vais faire un truc sur l'histoire comme plein de gens le pensent. En plus, l'histoire, c'est des intellos, ils sont pas sur les réseaux sociaux, donc j'aurais pas de problème. Voilà. Oups. Donc c'est le truc, je tape sur l'histoire, c'est facile. Voilà, j'aurais pu taper, je sais pas moi, sur les voitures vertes ou sur les deux soleils, mais voilà, c'est un truc qui est facile. Et troisième réflexion, la manière dont la vidéo est présentée, la manière dont les arguments sont amenés. On n'est pas dans l'argumentation factuelle ou de connaissance, mais dans une espèce de discours rhétorique qui est en gros, ne croyez pas en l'histoire, ça sert à rien. De toute façon, c'est un taux d'interprétation et chaque historien a son point de vue, donc en fait, il n'y a pas d'histoire, mais il y a des histoires. Bon. Euh, et donc, voilà, croyez autre chose, mais ça, c'est pas intéressant. Voilà. Moi, c'est ça les réflexions que ça m'apporte. Oui, oui, bah ça c'est clair, même du point de vue rhétorique. Enfin, franchement, moi j'ai relevé énormément de points fallacieux, même à la fin. J'ai même réduit ma partie où je relevais les points de rhétorique qui me posaient problème, parce que en fait c'est systématique, quoi. C'est vraiment, moi j'avais Tout ce le temps. sentiment-là. À chaque étape, il en manque pas une. Et on est là en mode, mais enfin, ok pour critiquer l'histoire, mais juste ouvre un bouquin, quoi. Enfin, Surtout que les historiens s'autocritiquent suffisamment. Il y a ouais, ouais, suffisamment de champs de recherche et de débats historiographiques, puisque en plus l'histoire, il y a pas une manière de faire l'histoire, ça dépend des sujets sur lesquels on traite. Un, un- un médiéviste et un spécialiste de l'économie du XVIIIe siècle, leurs méthodologies sont assez différentes, leurs sources sont différentes, leurs pratiques sont différentes. Un, un médiéviste, s'il parle pas latin, bah, s'il n'a pas des connaissances suffisantes sur la Bible, bah, il va être très bloqué. Un 18 il n'en a pas besoin, mais en revanche, il va avoir besoin de bien connaître les réseaux, les marchands, les poids et mesures, l'évolution des ports, enfin des choses qu'un alto médiéviste, par exemple, va connaître de manière très ponctuelle. Donc,
déjà, il y a aussi une manière d'englober l'histoire euh, qui est très générale et qui est très facile. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une vidéo très facile à faire. Oui, Hein, mais quand tu dis on passe notre temps à se critiquer entre nous, enfin, moi j'ai souvenir d'un prof médiéviste dans mes études qui était là en mode non mais de toute façon passer l'an 1000 pour moi c'est du journalisme. Et Alors, mais voilà, et je te la fais. en plus en fait ce qui m'a un peu énervé dans sa vidéo, et je me suis dit mais en fait il aurait tellement pu faire une super vidéo de critique de l'histoire Bien en sûr, s'appuyant sur ce qu'on produit en critique. Il pouvait faire bien sûr, des bien choses sûr, trop bien quoi. bien sûr. C'est Il y a eu il y a eu des critiques sur l'histoire en elle-même, sur le régime d'historicité, Mais oui. sur le zeitgeist, hein, comment on appréhende l'histoire point par point. Bien sûr, il y a plein de choses. On a des ouvrages très nombreux de critiques de l'histoire ou d'analyse de l'histoire, enfin, des choses parfois extrêmement brillantes. Hein. Je pense à Edouard Saïd dans son ouvrage sur l'orientalisme. En gros, Edouard Saïd, qui est un historien, enfin non, qui n'est pas un historien de formation, hein, qui est un spécialiste de la littérature européenne et plutôt française du 19e siècle, a écrit un livre où il montre que l'Orient est une fiction inventée par l'Occident. Bon. Et la manière dont il écrit ce livre, absolument remarquable et encore important, est aussi une critique de la manière dont on pratiquait l'histoire de l'Orient pendant très longtemps. Mm. Et il tape dur. Voilà, je veux dire, donc voilà, et ce livre a fait évoluer la manière dont aujourd'hui on pratique l'histoire. Et Enfin, bah, du coup, voilà. ce que tu dis là, ça me fait penser, c'est un off totalement, mais je sais pas si tu as vu un peu les commentaires. Moi, je zone un peu dessus parce que je vais y piocher Il y a plus longtemps que j'ai pas dans la vu. vidéo. Ouais, ouais, Et ouais. il y a énormément de commentaires qui sont faits et qui sont intéressants en vrai, qui portent une critique sur le côté, oui, mais l'histoire est écrite typiquement quand vous parlez du Congo ou quand vous parlez de telle découverte ou quoi, c'est européocentré. En fait, c'est toujours en sous-texte dans beaucoup de commentaires qui sont dits. Et en vrai, ils ont hyper raison. C'est vrai. Ah, Mais il y a des courants il- historiques, il y a des chercheurs qui bossent dessus et il y a l'histoire voilà. globale et c'est génial, quoi. Enfin, Voilà. Enfin, ils avaient raison parce que le tournant, le ouais. tournant épistémologique des années 90-2000, notamment le linguistic turn, et Edward Said, parce que c'est Edward Said qui lance les Global Studies et les Subaltern Studies, a beaucoup modifié ce point de vue. Non, mais Beaucoup, complètement. beaucoup modifié. Voilà. Et ça commençait déjà un petit peu dans les années 80. Je me rappelle avoir dans mes études, qui sont pas si vieilles que ça, hein, d'avoir eu à travailler sur des articles de Benoît Curcinte, qui est un spécialiste notamment des paysans du milieu du Moyen Âge, où il cherchait à percevoir la parole des paysans dans des textes qui étaient écrits par des non-paysans. Par Donc des voilà, élites. Ouais. ce Balta Studies classique. Donc, disons que cette vision de l'histoire est écrite par les vainqueurs, elle est fausse. Ça, c'est déjà totalement faux. Et être entièrement européocentré, c'est beaucoup moins vrai. On a des exemples d'historiens européocentrés. Voilà, on en citait un en off, un Bernard Lugan, hein, c'est typiquement un historien européocentré, très marqué. Mais aujourd'hui, si on travaille sur un sujet extérieur et qu'on est européocentré, en général, on passe sous la moissonneuse batteuse. Hein, on se fait hacher menu. Hein. Oui, par les C'est collègues. Et en fait, par les collègues. c'est un point, et du coup, je file la chose, mais c'est un point que je relève également sur le côté daté, c'est-à-dire même, ils sont même passés, donc tu le dis bien, à côté de l'étude globale, en gros, avec un gros tournant dans les années 80. Mais même dans les commentaires, souvent, ce qu'on relève là, c'est que les gens qui commentent sont même passés à côté du tournant des années 60 avec les annales, quoi. Avec juste le Bien fait sûr, que l'histoire, on pose des bien sûr, questions et on interroge comme ça. bien sûr, Et bien c'est sûr. incroyable, quoi. Mais parce que la vision qu'ont les gens de l'histoire, et cette vidéo va dans ce sens-là, malheureusement, c'est que l'histoire, c'est un empilement de faits. Encore une fois, c'est comme ça qu'on sait l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire des méthodistes. Hein. J'ai des ouvrages moi, de méthodistes, parce que j'ai récupéré comme ça des ouvrages un peu anciens, parfois de qualité. Hein. Ah, Ferdinand Lotz, par exemple, c'est un spécialiste du Haut Moyen-Âge, des années 1910, il écrit jusqu'aux années 30, je crois. Ben, Ferdinand Lotz, c'est très honnête ce qu'il fait, mais il empile les événements. Il n'analyse pas les choses. En plus, avec une vision en général assez morale. Et j'ai eu l'occasion de réouvrir
une collection des PUF, donc Presse universitaire de France, hein, quelque chose d'un peu solide universitairement, qui date des années 60, et qui était une collection qui s'appelle, je crois qu'elle a quasiment disparu, Peuple et civilisation. Et en gros, en une quarantaine de tomes, l'idée était de retranscrire l'histoire universelle. C'était ça l'idée générale. Bon. Et ça a été édité une première fois, une deuxième fois, donc il y a des éditions différentes. Je suis retombé sur une édition des années 60, donc je crois que c'est 69 pour être précis, qui est sur la période 1815-1848, je crois. Et je vais regarder les pages sur la Chine. Les pages sur la Chine, on est dans une vision totalement européocentrée. À savoir, oui, les Chinois, de toute façon, c'est une masse de paysans dociles qui se révoltent de temps en temps quand ils ont faim, avec des empereurs pusillanimes et sanguinaires. Mais ça, on n'écrit plus comme ça. Enfin, c'est fini. On reprend l'équivalent de cette collection de version moderne. Par exemple, chez les Anglais, il y a une Communist of China, mais c'est terminé. L'immobilisme chinois, c'est terminé. Enfin, je veux dire, c'est fini. Et Et heureusement, voilà. Et là, pour un travail d'historiographie, justement, je lisais une introduction d'une histoire du Japon, et aussi chez Cambridge, l'auteur met bien en avant le fait que la vision qu'avaient les Européens du Japon, c'était ça. C'était, en gros, alors, en fait, c'est la vision du confucianisme qui était vachement intéressante. C'est qu'en gros, il utilisait Weber, et Weber disait que les peuples d'Europe de l'Ouest essayaient de créer des institutions pour maîtriser la nature, alors que les peuples d'Orient, de manière générale, essayaient de créer des institutions pour se fondre dans la nature. Donc en gros, ils sont immobiles, ils ne bougent pas la nature, alors que les Européens, évidemment, ils font des barrages, ils font des routes, etc. C'est évidemment totalement idiot. Le nombre de constructions de transport qui existent dans la Chine ancienne, l'adaptation de la nature japonaise à la riziculture et à justement une nature compliquée pour avoir des états. Enfin, voilà. Et heureusement que ça a changé. Mais ils ont encore, dans ces commentaires-là, dans ce que j'ai vu, moi je ne l'ai pas tous vu, mais dans la vidéo qu'ils misent là, c'est cette vision-là qu'ils mettent, cette vision complètement passéiste de l'histoire, et l'histoire se fait plus du tout comme ça. Du coup, conclusion, si vous voulez faire une vidéo ou répondre en commentaire à une vidéo qui critique l'histoire, aucun problème, mais lisez un peu de travaux historiques, s'il vous plaît. À minima. On vous mettra des titres. Hein, ouais, pas de problème. On peut mettre une bibliographie, il n'y a pas de problème. En fait, je voudrais revenir sur un point, parce que dans notre... Et là, en fait, on continue un peu sur la rhétorique, mais je voudrais qu'on interroge notre rhétorique à nous. Parce que dans nos travaux préparatoires, tu as insisté, et c'était fort juste, de renommer la dernière partie en insistant sur l'idée de post-vérité. Et alors, c'était un point important pour toi, et j'aimerais du coup qu'on puisse en parler un peu. Qu'est-ce que c'est pour toi la post-vérité, et en quoi c'était important de souligner que le propos qu'il tient appartient à ce domaine-là? Alors, pas pour moi, parce que tout seul dans mon coin, si je définis la post-vérité, ça ne sert à rien. Donc évidemment, il y a des travaux sur la post-vérité. Alors on parle de régime de post-vérité, hein, c'est le terme qu'on emploie. Alors par post-vérité, on entend en fait un moment dans les sciences cognitives ou dans la recherche ou dans les connaissances, dans un domaine extrêmement large, où toute connaissance est égale et toute connaissance est critiquable. Ça veut dire que toute connaissance est vue comme un avis, que ce soit un expert, que ce soit un scientifique, que ce soit un politique, ou que ce soit Monsieur Michu de son côté, on estime que toute position n'est qu'une opinion et a la même valeur. Et donc, on se met à critiquer les experts en estimant que les experts se trompent autant que les autres, voire plus que les autres, parce qu'en plus, ces experts, ils seraient orientés. C'est un régime dans lequel, en fait, on essaie de donner, enfin, on estime que l'on donne une valeur équivalente à toute position. Et donc, en fait, toute position devient une opinion. Et donc, on n'est plus dans la vérité, on a la post-vérité, puisqu'il y a plein de vérités différentes. Évidemment,
Alors, c'est un régime, c'est arrivé petit à petit, hein, c'est arrivé euh, avec le développement, d'une part, des sciences, et avec la complexification des sciences, parce qu'évidemment, plus les sciences sont complexes, plus elles sont difficiles à comprendre. On parlait tout à l'heure, hein, des divers champs de l'histoire. Il est plus difficile aujourd'hui d'appréhender ce qu'est l'histoire comme science que il y a 70 ans, hein, quand l'histoire était politique et qu'on avait un historien qui disait bah, Napoléon, le 2 décembre 1805, il est à Waterloo, il dispose ses armées comme ça, il fait ce plan-là, il est plus fort, il gagne, que de comprendre comment on en arrive là, qui sont les grognards, est-ce que l'Autriche de 1805 est la même que celle de 1705? Enfin, voilà, ces questions sont plus complexes. Donc déjà, la complexification des sciences a entraîné une plus grande difficulté à appréhender les connaissances. Le deuxième élément, c'est que les experts se trompent, très bien, c'est comme ça qu'ils avancent, hein, mais on a exploité parfois des experts et les erreurs des experts à des fins politiques au sens strict du terme. Et ça vient notamment aux États-Unis, où un certain nombre d'experts, pendant la guerre du Vietnam par exemple, ont affirmé que les États-Unis et le camp de Vietnam du Sud allaient finir par gagner la guerre, et ils se sont trompés. Bon. Et le problème, c'est qu'ils ne se sont pas trompés, mais c'est que eux-mêmes n'étaient pas sûrs de leurs conclusions. Ils donnaient des conclusions politiques. Donc il y a eu un doute qui s'est mis en place face aux experts, et tout cela s'est encore plus dilué dans les années 80-90, et encore plus dans les années 2000, avec notamment une plus grande facilité d'accès à la connaissance, notamment à travers les réseaux sociaux et Internet, et puis également à une plus grande diffusion de l'opinion de chacun à travers les réseaux sociaux. Dans les années 60, un scientifique, il écrivait un article qui était reçu par les pairs, et si c'était un sujet qui était suffisamment Touchy. vendable, là, il en faisait un ouvrage. Hmm. Bon. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ça. Demain, Monsieur Michu, le même, veut faire un ouvrage sur les causes profondes de l'évolution de la société afghane. S'il veut le faire, il le fera. Voilà. Je ne dis pas qu'il le vendra, mais il pourra le mettre en ligne, il pourra faire une vidéo en expliquant ses points de vue sur l'évolution de la société afghane. Voire même, et évidemment, plus loin que toi, c'est qu'il y a même des chances que s'il l'écrit en ne respectant pas la méthode historique, il ait quand même beaucoup plus de chances que de le vendre que l'inverse. Absolument, c'est plus absolument. sexy, hein. C'est beaucoup plus sexy. Où il va nous expliquer qu'en fait, la religion locale a brisé une vision de la modernité qu'on avait. Il y a eu énormément de découvertes archéologiques, et là, le témoignage de l'archéologie est sans équivoque, sans ambiguïté. Ce sont des artefacts odiniques. Alors, christo-odiniques, c'est-à-dire que pour clarifier, pour moi, il y a d'un côté l'odinisme, qui est une religion liée à la pureté, à la morale, basée sur l'esprit, et il y a le christianisme, qui est une adaptation qui permet de passer une période monétarisée, financière, marchande. C'est une religion matérialiste, le christianisme, mais le lien entre l'odinisme, la religion spirituelle, et le christianisme, la religion matérialiste, c'est le Christ. Voilà. Et je prétends voilà, que l'odinisme des Mérovingiens est christique. Mais c'est un odinisme. Donc quand je vais dire odinisme, je considère que ce n'est pas quelque chose de païen. Je considère que le terme païen a également été positionné pour dénigrer, exactement comme le mot nègre a été positionné pour dénigrer le pauvre peuple noir, eh bien le mot païen a été utilisé pour dénigrer les odiniques. Ensuite, donc, je vais vous parler dans un deuxième temps également de quelque chose d'énorme, c'est qu'il existait véritablement une église odinique en Gaule. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je parle d'une organisation avec des évêques odiniques et je parle de bâtiments, de construction, c'est-à-dire d'églises, puisque on nous fait croire, selon moi, que les païens, c'est la forêt, ils étaient incapables de construire des bâtiments. Bref, on nous fait croire toujours que le christianisme est un progrès naturel. Pas du tout. Je vais vous montrer. Tout ce que je vous dis là, évidemment, je le dis tout de suite, c'est preuve à l'appui, preuve de l'archéologie. L'archéologie, elle est objective. Elle n'est pas biaisée, contrairement aux sources. Il va raconter n'importe quoi. Et ça, la multiplication des opinions, leur confrontation sur les réseaux sociaux, plus la difficulté d'appréhender les connaissances,
plus le doute que l'on met sur les experts, doute légitime, hein, il faut toujours douter de ce qu'il fait, il faut le vérifier, eh bien, met en place ce régime de post-vérité. Et ce régime de post-vérité, il peut être juste, confrontation d'opinion, mais il est aussi un champ dans lequel ceux qui veulent l'utiliser à des fins politiques, au sens large du terme, hein, au sens de transformation de la cité, pardon, vont pouvoir le faire. Parce qu'évidemment, ils vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir avoir une audience, même limitée, mais ils vont l'avoir à travers les réseaux sociaux. Si demain, Monsieur Michu décide, dans son étude sur la société afghane du XVIIIe siècle, de dire que la vraie religion, elle est là, et de créer un groupe dans lequel il dit « moi j'ai la vraie vérité vraie sur la connaissance du monde », il pourrait avoir 10, 20, 30 personnes autour de lui. Et s'il a un peu plus de succès, et si sa voix est un peu plus sexy, et s'il vend bien son truc, eh bien, il va avoir autour de lui des followers qui vont dire « Ah, Monsieur Michu, vous êtes formidable, etc. etc. » Voilà, c'est ça le régime de post-vérité, avec évidemment l'exploitation qu'on en a aujourd'hui par le politique, puisque on sait, on le voit, c'est pas la peine de chercher très loin, certains politiques se servent de ce régime-là en mentant ou en répétant des choses de manière continuelle qui sont fausses, peu importe, peu importe. Il n'y a plus de vérité. Oui, c'est. Bah, tu me dis si je me trompe, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'avec ce qu'on voit aux États-Unis et notamment autour de Trump, on est arrivé quand même à un stade, alors c'est peut-être qu'un sentiment, mais enfin, à un stade où techniquement, dans le champ politique et pas seulement, hein, également sur les réseaux, ou même des fois, parfois dans le monde scientifique, quand justement c'est de la malscience, entre guillemets, où on arrive au stade où peu importe la vérité, peu importe la recherche de vérité, et ça devient... ouais, ça devient un peu fou, quoi. On le voit très très bien effectivement aux États-Unis. Prenons l'exemple du ministre de la Santé américain qui a des positions tout à fait anti-science et qui a reculé un certain nombre de choses et qui dit ben voilà, il faut faire comme ça. Et on observe actuellement aux États-Unis, par exemple, une remontée de la rougeole, Oui. qui est une maladie très contagieuse et qui est un très très bon. Alors, je lisais un article dessus, donc au international, donc c'était tout à fait intéressant de voir ce spectre-là. La rougeole montre très très bien justement la couverture vaccinale, parce que c'est une maladie très contagieuse, pas forcément mortelle, elle peut l'être, elle peut avoir des conséquences très graves, mais c'est très très contagieux. Et on a des discours de retour en disant oui, mais si on prie, ça fonctionne, il suffit de laver les trucs. Voilà. On a ces discours de post-vérité, et on n'est plus dans la science, on est dans la croyance pure. Alors, à partir de là, je te propose qu'on ouvre le dernier grand volet de cette interview, puisque il y a toute une part qui concerne un discours autour de l'historicité de Jésus, qui reprend dans les grandes lignes les positionnements d'Onfray, mais on va en parler un peu de Michel Onfray. En gros, si je résume le positionnement, ça ne peut être qu'un personnage inventé, parce qu'il y a trop d'incohérences dans les sources le concernant. Moi, Voilà. Je sais que tu as travaillé un peu sur le sujet. Ouais, je travaille actuellement sur le sujet pour d'autres choses, parce qu'avec d'autres, je travaille notamment sur l'apologétisme chrétien. Donc, et puis j'ai donné une conférence sur le sujet, et j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne prof, qui est une prof d'histoire romaine sur le primo-christianisme, donc qui a pris le biais de l'histoire romaine et pas le biais de l'histoire du christianisme. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est dit là? Alors, d'abord, on peut parfaitement douter de l'historicité de Jésus. On a le droit, ça c'est pas du tout un problème. Mais pour en douter, il faut apporter des éléments. Et les éléments qui sont apportés là, c'est purement l'hypercritique. L'ouvrage d'Onfray dans lequel il dit Jésus n'a pas existé, c'est un ouvrage que j'ai très largement parcouru, et c'est purement l'hypercritique. Qu'est-ce qu'on appelle l'hypercritique? C'est quand on prend une source, qu'on la contextualise pas, et qu'on en sort les petits éléments qui paraissent pas cohérents, en disant, comme c'est pas cohérent, c'est faux. Et le problème, c'est que une source, elle peut ne pas être cohérente, elle peut dire des choses fausses, évidemment, mais il faut, un, la contextualiser, et puis deux, il faut comprendre les intentions de l'auteur. Et ça, Michel Onfray ne le fait jamais. Les évangiles, c'est pas une biographie de Jésus. On ne cherche pas à raconter la vie de Jésus, ça n'intéresse pas à ça. On cherche à montrer que Jésus est bien le Messie annoncé dans les Écritures, et qu'il a accompli des miracles, et qu'il a donné des paroles.
C'est ça l'objectif des évangiles. Et que les évangiles soient peu cohérents dans un contexte biographique, évidemment, c'est pas fait pour. Voilà. Donc déjà, c'est une erreur. Même chose pour les épîtres, même chose pour les actes des apôtres. Donc le problème de cette critique de l'historicité de Jésus, c'est qu'elle n'est pas fondée sur des éléments positifs qui montrent que Jésus a été un personnage inventé, on va y revenir, hein, mais uniquement sur les sources sont pas cohérentes de mon point de vue, donc elles sont fausses. Si on étudie les travaux qui ont été faits, ou si on lit les sources, on remarque qu'en réalité, oui, il y a des incohérences nombreuses, il y a des inventions, certaines, il y a des personnages qui sont présents dans les évangiles qui probablement sont des inventions, ou qui sont ce qu'on appelle des topos, hein, des prêts-à-penser. Mais il y a aussi plein d'éléments qui permettent de montrer que ça part d'une tradition et que on comprend mieux le premier christianisme avec un personnage de Jésus existant qu'un personnage non existant. Parce que pour démontrer que Jésus n'existe pas, encore une fois, pourquoi pas, hein, y a pas de, c'est pas du tout un problème en soi, mais il faudrait déjà montrer quand est-ce qu'il a été créé, par qui, quel groupe, quelle personne, et pourquoi. Or, aucun des personnes, et encore moins Michel Onfray, n'essaye d'avoir ce questionnement. Parce que les premières sources qui mentionnent Jésus comme étant quelqu'un qui a ressuscité et qui a fait un dernier repas, c'est les épîtres de Paul. Et c'est autour de 48-50. Donc, il faut imaginer que s'il était inventé, entre la mort présupposée et les épîtres de Paul, un groupe ait inventé ce personnage. Et recréer tous ces éléments-là de sa vie qui se retrouvent dans les évangiles. Or, jamais, à aucun moment, Michel Onfray ou l'auteur de cette vidéo ou les personnages qui critiquent l'historicité de Jésus ne vont sur ce terrain-là. Ils ne vont que sur le terrain de l'hypercritique. Et le terrain de l'hypercritique est un terrain très très glissant en histoire. Hein, c'est une des trois grosses erreurs qu'on fait en histoire, hein, l'anachronisme, l'hypercritique, la téléologie. Mais l'hypercritique est extrêmement glissante parce que, à surcritiquer les sources, on les décontextualise et on leur fait dire n'importe quoi, ou alors on enlève leur valeur, et c'est exactement ce qui est utilisé, notamment dans le négationnisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Le négationnisme a commencé en disant les personnes qui reviennent des camps ont des propos qui ne sont pas tous cohérents et qui ne sont pas tous les mêmes, donc ça peut exister. Voilà. Mais c'est de la pure hypercritique. Voilà. Donc, dire Jésus n'existe pas, très bien, il faut le démontrer. Et pour le démontrer, il faut démontrer comment il a été créé. Et si c'est uniquement dire les sources qu'on connaît aujourd'hui, elles ne sont pas cohérentes, elles ne fonctionnent pas, c'est pas suffisant et c'est largement insuffisant pour le faire. Et du coup, j'en profite, mais on est en plein dedans, c'est-à-dire on a tendance à dire et à avancer en tant qu'historien que globalement il y a un consensus des historiens sur l'existence d'un personnage de Jésus. Ça, globalement, je crois qu'il n'y a plus énormément de gens qui remettent en question ça. En fait, c'est pas là. Il y a quelques historiens encore, mais globalement, le consensus, c'est ça, effectivement. Oui, bah après, c'est comme le consensus climatique, quoi. Si 98% des historiens sont d'accord, c'est ça. En général. Oui, c'est largement ça. Mais par contre, là où c'est intéressant et là où je crois qu'il faut appuyer aussi, c'est que c'est pas parce qu'on dit ok, il y a un personnage de Jésus, et tu l'as sous-entendu dans ce que tu disais, mais c'est pas parce qu'on dit qu'il y a un personnage de Jésus historique qui a existé, qui a été certainement pendu sur la croix, enfin il n'y a pas de problème, mais que ça veut dire qu'il a marché sur l'eau, quoi. Ah, bien sûr. Voilà. Non, il y a une grosse différence entre penser que le personnage existe et considérer qu'évidemment, ce qu'il y a dans les évangiles, il y a plein d'inventions. Il y a plein d'inventions. Et effectivement, des choses qui sont totalement incohérentes, ou plein. Évidemment, il n'a pas marché sur l'eau, il n'a pas multiplié les pains, voilà. Et ça, c'est évidemment, c'est du discours rhétorique. Hein. Et quand on analyse, quand on voit les travaux qui sont faits sur la recherche du Jésus historique, hein, c'est quelque chose qui a connu des évolutions pendant assez longtemps. La recherche du Jésus historique ne retrouve que quelques points. Voilà. Il est probablement né à Nazareth, classe moyenne, il a probablement prêché entre 1 et 3 ans, il est probablement rentré à Jérusalem, il a probablement été arrêté, crucifié. Voilà, ça, on est à peu près d'accord. Tout le reste, c'est moins solide. Voilà, on va dire que c'est moins solide. Voilà. Bon. Oui, c'est ça. Si, quand même, sauf erreur de ma part, je crois que c'est assez largement accordé le fait qu'il ait rencontré
Jean le Baptiste, qui a eu Alors oui, ça cette aussi. part d'influence, en tout cas très marquée. Mais Bien sûr, voilà, c'est absolument. ça. Ça, effectivement, la rencontre avec le baptiste, donc avec d'autres groupes eschatologiques qui existent en Judée-Galilée au début du 1er siècle, ça on l'a également, comme quelque chose de relativement sûr. Voilà. Et Mais bon, pardon, je profitais, mais en fait, tu as souligné un point, c'est que dès 46, on a des écrits concernant 48. Jésus. A priori 48. 48, pardon. Ouais. Et du coup, on en fait quoi quand il déclare que en fait, on a que des sources qui sont écrites bien après sa mort? Ça marche plus alors Bah, plus vraiment, parce qu'en fait, les premières sources que l'on a, les sources les plus anciennes qui parlent de Jésus, encore une fois, c'est les épîtres de Paul. Donc, Paul fait partie d'un groupe qui n'a pas connu Jésus, qui donc, selon son propre dire, évidemment, on peut largement douter, hein, aurait eu une apparition, bon, ça pose plus de problèmes, on va dire, hein, bon, et va sans doute se renseigner comme toute après la apparition, mort de Jésus. Après la mort de Jésus, oui. comme toute Voilà, apparition, il a pu se passer un truc qui a été interprété d'une certaine manière. peu importe. Et ça, on n'aura aucun moyen de le savoir, effectivement, mais bon, peu importe la chose. Mais à partir de là, il estime avoir une révélation, et il va parcourir en gros, ce qu'on appelle l'Asie, aujourd'hui l'Asie mineure, hein, la Turquie actuelle, hein, et il va écrire des lettres, des épîtres, dans lesquelles il va échanger sur le premier credo autour de Jésus. Et c'est dans ces lettres, effectivement, qu'il est le premier à poser le fait que Jésus, effectivement, est mort sur la croix, a ressuscité, et que la veille de sa mort sur la croix, il a tenu ce fameux dernier repas. Donc ces éléments-là, qu'on retrouve, qui sont centraux, hein, qui sont ceux de la Passion, qui sont centraux dans le message des évangiles, hein, ils existent dès 48. Donc on est grosso modo une quinzaine d'années après la mort de Jésus. Donc on n'est pas très loin, on n'est pas encore une génération. Voilà. Les évangiles eux-mêmes, ils sont écrits plus tard, le consensus aujourd'hui, c'est entre 70 et 95. Voilà, dans cette là. Peut-être un peu avant pour l'évangile de Marc. Il y a une discussion là-dessus qui n'a pas de grande importance en réalité, mais peut-être un petit peu avant. Et ces évangiles se fondent sur des sources orales sans doute, mais sans doute également sur des sources écrites qui commencent à être diffusées et qui sont rassemblées. En revanche, si on s'accorde à peu près sur l'historicité de Paul, l'historicité des 4 évangélistes, Marc, Luc, Matthieu, Jean, est beaucoup plus discutable. C'est probablement des prête-noms qui ont été utilisés petit à petit pour justement leur donner une légitimité et donner une légitimité à leur texte. Ce que tu veux dire par là, c'est que ça peut être plusieurs auteurs qui ont pu rédiger et en ayant par exemple le même pseudo entre guillemets pour créditer leur récit, voilà. ou qu'ils soient revendiqués de quelqu'un, même si c'est pas le cas. Voilà. Ou un auteur à qui on a accordé ce nom, parce que on n'est pas sûr. Mis à part Luc de mémoire, mis à part Luc qui se nomme. Les autres se nomment pas, je crois. Il faut que je vérifie les sources de manière précise, mais les auteurs sont mal déterminés en réalité. En tout cas, en revanche, oui, ils sont. On n'est vraiment pas sûr que ces auteurs, que ces noms aient réellement existé. En revanche, on s'accorde maintenant de plus en plus à dire que chacun de ces auteurs et chacun de ces textes représente un courant de ce primo-christianisme qui est encore en fait entièrement dans le judaïsme. Du coup, je suis très fier de nous. Je m'étais dit on fera 1 heure. Mais vu le nombre de questions que j'avais, j'y croyais pas 1 minute. Nous allons faire 1 heure. Je voudrais juste, si tu veux bien, qu'on revienne sur un point. En fait, parce t'en as parlé, hein, mais peut-être que tu as des choses à ajouter sur ce fameux ouvrage d'Onfray qu'il cite. En fait, c'est presque la seule source, la seule référence qu'il nous cite, qu'il nous donne en commentaire. C'est-à-dire, il n'y a rien dans la vidéo de ce point de vue-là, mais en commentaire, il cite Onfray pour parler de Jésus. Je sais quand même que tu as pas mal travaillé, tu as pas mal regardé cet ouvrage de ce philosophe. Voilà, j'aimerais quand même qu'on puisse s'étendre un peu, qu'on puisse revenir un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'il avance, quels sont les positionnements qui sont tenus.
Je sais pas s'il y a vraiment de grosses différences avec ce qui est dit dans la vidéo, mais potentiellement peut-être. Pas grand-chose. Le message d'Onfray, c'est évidemment, c'est un message qui cherche à, en fait, démonter le christianisme en partant du principe que Jésus n'a pas existé. Donc, si Jésus n'existe pas, le christianisme ne peut pas exister. Ce qui n'a aucun sens, hein. Le christianisme n'a pas besoin d'un Jésus existant pour se fonder, hein. Il faut croire simplement en la messianité d'un personnage qui est mort sur la croix. Mm. C'est ça, que ça existait ou pas existé, peu importe. Donc c'est ça la position de Michel Onfray. Alors d'abord, Michel Onfray n'est pas un historien, et dans cet ouvrage, ça se voit beaucoup. Il ne sait pas citer les sources, il prend des petits passages à droite, à gauche, il décontextualise, il met l'hypercritique partout. Il cite très 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 peu d'études. C'est vraiment voilà, c'est vraiment bon. Et il y va à grand coup de hache, hein. Et ça, le fait de ne pas être un spécialiste du sujet et de s'étendre avec une hypothèse aussi forte, ça pose un vrai problème, hein. Et on en avait parlé, je vais le reprendre parce que je pense que ça vaut le coup, quand on préparait. Ça ressemble à ce que M. Raoult a fait dans un ouvrage très général, où il parle de la peste noire et des conséquences de la peste noire, des conséquences historiques. Et un, il ne cite pas de source, et deux, on voit qu'il ne connaît pas le sujet du tout. Enfin, il raconte n'importe quoi. C'est vraiment bon. Donc, quand on n'est pas spécialiste d'un sujet, et quand ce n'est pas sa propre discipline, il faut faire un effort supplémentaire. Il faut faire un effort supplémentaire pour connaître et pour parler du sujet. Et il faut connaître les méthodes, il faut les approcher, quitte à les critiquer, encore une fois, hein. C'est pas, le problème n'est pas du tout de dire que les méthodes, il faut les appliquer comme ça. On peut dire, ah, ben, la méthode historique, là, elle n'est pas forcément aussi opérante que ça. Et chez Monsieur Onfray, on sent on est dans un ouvrage dont l'objectif est d'être provocateur. Et de taper dans l'art, comme il avait fait sur Freud dans un ouvrage présent, ouvrage que je n'ai pas lu, j'ai juste lu les critiques de l'ouvrage. Alors, encore une fois, on peut critiquer le passage de Freud, je pense qu'il est très critiquable sur plein de même choses. critiquer Freud. Oui, je crois qu'il faut, mais bon, voilà, c'est bon. Mais pour critiquer, il faut le critiquer de bonne manière. Hein, même si on critique très sévèrement, voilà, il faut que la critique soit justifiée et soit fortement justifiée. Et là, chez Monsieur Onfray, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Il connaît pas son sujet, il cherche à attirer, il est avec des formules l'emporte-pièce et parfois des formules qui sont de la pure rhétorique, mais qui n'ont aucune valeur. Voilà. On est vraiment dans un ouvrage qui a pour vraiment l'objectif principal, c'est de faire la provocation. Mais du coup, j'en profite pour une parenthèse pour finir, mais ça te fera peut-être penser à quelque chose. Mais je pense qu'on retrouve ça, toi, dans ton approche de l'histoire, et moi également à travers les conférences ou les vidéos. C'est qu'on se retrouve à quand même parler de sujets qu'on n'a pas forcément regarder dans le détail d'un point de vue historique. Moi, enfin, je veux dire, quand je trouve un texte sur un ovni à Arras au 15e siècle, on est un peu loin de mon champ de compétences et c'est ok, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que quand je prépare ce type de conférence, je suis pas serein. Et quand je suis pas serein, je ponce la littérature. Oui. Je veux dire, au Sanalda, j'étais amené à travailler sur l'Égypte ancienne, ce qui n'était pas un de mes champs de compétences. J'en ai pas fait en archéo, à Paris 1, parce que Paris 1, on fait pas d'égypto, on fait de la mésopotamienne. Ouais. C'est Paris 4 qui fait de l'égypto. Avant de commencer à intervenir là-dessus, je me suis tapé les manuels. Enfin, j'ai commencé par taper les manuels, à prendre des notes. J'ai maintenant des notes partout dans les sens, à faire l'historiographie, à savoir qui était qui dans la recherche. On me citait Flinders Petrie. Qui est Flinders Petrie? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Comment il a évolué? Comment il a fait évoluer les choses? Tiens, spécialiste anglais des pyramides des années 50-60, c'est I.O.B. Edwards. Qui c'est? Est-ce que je lis des textes de lui? Etc. Et une fois que j'avais ça, j'ai pu commencer à intervenir. Voilà, parce que j'avais une connaissance et une contextualisation suffisante pour être capable au moins de répondre à ça. Voilà. En fait, j'ai presque envie de dire, continuez de nous critiquer, vous avez raison, continuez de critiquer l'histoire, il y a plein de critiques à faire à l'histoire et c'est sain. Par contre, faites le bien et bossez, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est très souvent un élément qu'on retrouve chez les pseudo-historiens de manière générale, hein. Ils ne travaillent pas.
ils travaillent pas. Ah, J'ai nombre d'exemples d'ouvrages ou de vidéos que je vois. Ils se bornent hmm. à, à regarder Wikipédia. Wikipédia, c'est quand même très, 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 très léger, quoi. Je veux dire, là, une vidéo sur une stèle dont on sait que c'est une stèle qui a été forgée tardivement en Égypte, qu'on appelle la stèle de l'inventaire. Le monsieur qui la critique, en fait, critique la fiche Wikipédia de la stèle. Sauf qu'il y a un article entier, enfin, il y a la moitié d'un ouvrage écrit par Madame Zillier, spécialiste de la stèle, qui explique toute la stèle. Ce monsieur n'a pas lu la stèle. Il l'a pas lu. Alors, comment peut-il critiquer quelque chose qu'il n'a pas lu? Et comment peut-il fonder sa critique uniquement sur Wikipédia? Je veux dire, c'est comme si demain, un médecin vous disait, bon écoutez, je ne sais pas ce que vous avez, je vais regarder l'histoire de médecine de 1892. Peut-être, peut-être que je trouverai ce que vous avez. Ah si, je sais maintenant. J'ai regardé, c'est ça, c'est ça. Je vais vous donner un cataplasme à la moutarde, vous serez soigné demain. Oui. Voilà, c'est ça. Non, bah, en tout cas, merci Alexis. Avec Merci pour plaisir, cet échange. un grand plaisir. Et puis, bah, du coup, t'es le bienvenu à nouveau sur la chaîne à l'avenir. Il y aura je suis sûr qu'on aura plein de sujets à aborder et l'historio, c'est chouette. On va pas vendre la mèche, mais on a peut-être des idées là quand même. Oui, oui, absolument, un certain nombre, absolument, absolument. Bonne fin de journée Toi et du aussi. coup, à bientôt. À bientôt.